Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est déjà au 29e numéro de notre podcast, on le sait, on tient les comptes. On va revenir sur la très spectaculaire course des 6 heures d'Austin, 6e manche de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance de la FIA, avec une superbe lutte pour la première position et une victoire du cheval cabré en un dimanche qui a été parfait autant en Formule 1 qu'en endurance. Mais ça vous le savez certainement, dans l'Endurance Club en tout cas, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques de pénalités ou autres, parce qu'il y en a eu quand même. Et puis on va évidemment continuer de vous permettre de encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et depuis 2020 on n'était pas revenu à Austin, on n'a pas été déçus, on a vibré dans une course à rebondissement, Geoffroy, c'était complètement dingue. C'était une bonne manche. Le circuit d'Austin est capable de produire du spectacle, ça on le savait déjà. Et là on en a eu, allez on va dire en hypercar, en GT3 c'était quand même un peu plus tranquille. Il y a eu du spectacle, il y a eu des accrochages, il y en a eu quelques petits cartons, on va y revenir évidemment, mais c'est quand même plus la catégorie hypercar qui a occupé les esprits, et là aussi il y a eu beaucoup de spectacles, parce que le tracé est impressionnant. On en avait parlé dans notre preview, le tracé qui est une association, une combinaison de virages qui existent sur d'autres circuits permet ce spectacle, et puis aussi parce que on a vu des progrès, on a vu des voitures qui ont trouvé du rythme, et puis je pense qu'il y avait aussi un peu peut-être ce phénomène rentré avec des pilotes qui avaient envie d'en découdre, donc voilà, ça a été le bon cocktail, et c'est vrai qu'on a une course sympa, très sympa. Ah, c'était vraiment super. En plus, le tracé a été resurfacé, donc ça a joué un petit peu aussi sur l'usure des pneumatiques, sur le choix des gommes de pneus, c'est-à-dire des pneus durs, des pneus médiums. Il n'y a pas eu de pneus tendres quand même, hein. Il faisait très très chaud, il faisait plus de 33 degrés. Mais en tout cas, on a vu une série qui n'est pas finie et loin d'être finie. Cette saison est exceptionnelle. Bon, ça, on n'arrête pas de le répéter. C'est la première fois de l'histoire. On l'avait dit déjà la fois dernière, hein, évidemment, pour l'autre manche du WEC, que 6 voitures différentes cette fois sont victorieuses en une seule saison. On a eu la Porsche Penske numéro 6, la Toyota numéro 7, la Porsche Jota numéro 12, la Ferrari numéro 50, la Toyota numéro 8. Eh bien, c'est encore une Ferrari privée, et j'ouvre les guillemets, la numéro 83, qui s'impose à F Corse, donc deuxième équipe privée à remporter une course cette année devant 65 000 spectateurs à Austin. Et ils ont été intelligents chez Ferrari. Bravo à eux. Alors, on va tout de suite balayer un sujet qui est la notion de voiture privée. Non, mais t'as raison de l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils la désignent de toute façon. Donc, évidemment, c'est une voiture privée, officiellement. Pardon, officieusement, c'est quand même AF Corse, c'est quand même soutenu par Ferrari. C'est juste une histoire de montage financier, de ce que j'en sais en tout cas. C'est une histoire de montage financier, de structure indépendante. C'est un peu comme en Formule 1 où tu peux avoir Red Bull et Vecard, Toro Rosso. Enfin, il y a des vases communicants, il y a des échanges, il y a des prestations de services. Si vous avez une holding et si vous montez des entreprises, vous connaissez peut-être le sujet. On est un peu dans ce délire-là, quoi. On est un peu dans ce délire de c'est indépendant, mais c'est pas indépendant. Donc, bref, peu importe. Mais ça a quand même son importance parce que au niveau stratégie, et là on va rentrer dans le dur, ça a joué un rôle. En fait, on s'est rendu compte, moi c'est mon impression, tu vas me dire ce que ton ressenti, mais là où Ferrari a merdé complètement à Imola, et ils auraient dû gagner, on se souvient, hein, sous la pluie, ils ont gardé toutes les voitures sous la même, avec la même configuration, c'est-à-dire en piste de mémoire, alors que les Toyota, il y a une Toyota qui est rentrée, une autre un peu plus tard, enfin bref, ils ont fait le jeu de l'équipe. Là, Ferrari avait mis tous ses œufs dans le même panier et avait perdu, alors que c'était clairement une course qu'ils devaient remporter. Et bien là, il y a eu un autre choix, et notamment la 83, qui l'emporte donc finalement, qui dès le départ a eu une stratégie différente et qui est parti sur un double relais dès le départ de la course. Et c'est un des éléments qui a fait que la victoire leur revient. Il y a aussi eu le fait que Toyota a une pénalité de temps. Mais en tout cas, ils ont su faire plusieurs stratégies entre leurs voitures. Et clairement, c'est quelque chose qu'ils peuvent se permettre parce qu'ils considèrent les 3 voitures comme des voitures officielles. La 83, elle n'est pas si indépendante que ça. Non, c'est clair, et bravo à eux d'avoir réussi justement à être intelligents et à rebondir par rapport à ce qui s'était passé à Imola. C'était une stratégie différente vraiment pour les 3 voitures, c'est-à-dire que la pole position a été signée par la Ferrari numéro 51 avec Giovinazzi, qui a été vraiment
très très exceptionnel et revanchard finalement un petit peu parce que il a quand même mentionné que c'était sa deuxième pole position, alors que dans les faits c'est sa première en WEC parce qu'il était frustré de l'avoir perdu l'année précédente, je crois, à Spa-Francorchamps pour des limites de piste. Donc il Oui, partait en pole. C'était une stratégie classique, on va dire, avec des pneumatiques médium pour cette Ferrari. La Ferrari 50, elle a pris un très bon départ avec Miguel Molina et elle s'est mise tout de suite en embuscade, donc en troisième place il était pour un peu cinquième sur la grille. voilà, pour un peu ralentir, on va dire, les adversaires. Et puis la voiture 83, eh bien, en fait, elle avait un pneumatique dur à l'arrière droit et le reste de médium. Et donc, comme tu dis, bah, ils ont doublé les relais. Ensuite même, ça a été la seule équipe à ne mettre que des pneus durs à un moment donné. Et ça a été intéressant parce que Guy Feillet a pu allonger son relais et a dû résister. Il a fait vraiment un bon travail parce qu'il a tenu derrière lui la Toyota de Nick De Vries et c'est là aussi où ça a pu se jouer. Et puis finalement, le travail a été terminé par Robert Schwartzmann. Bon, ils s'en sortent bien, hein, évidemment. Sur le rythme pur, je pense que cette victoire, et je le disais la semaine dernière, donc je suis pas peu fier, aurait dû revenir à Toyota. Ils Oui, ont été très très forts sur la stratégie aussi et sur le rythme de course. Ils sont montés en puissance en fait au fur et à mesure que la course se consolidait, j'allais dire. Et donc c'est sûr que ça a été un beau duel Ferrari-Toyota. On s'attendait hein, à aller voir ces voitures de la catégorie hypercar LMH finalement, et ça a été le cas. Ça s'est joué à une pénalité, comme tu l'as dit, pénalité donc pour Kamui Kobayashi sur la Toyota numéro 7 et sur la Porsche numéro 6. Ils n'ont pas ralenti assez sur le secteur qui était neutralisé sous drapeau jaune pour l'abandon de la Peugeot numéro 94. Et ben, cette petite erreur est lourde de conséquences, j'allais dire, parce que c'est quand même des pilotes expérimentés qui se sont fait avoir, hein, autant dans la Porsche que dans la Toyota, parce que il me semble bien que c'était l'auteur dans la Porsche et Kamui Kobayashi dans la Toyota. Donc bon, ce sont des erreurs à ne pas refaire. Moi j'ai bien aimé d'ailleurs la radio entre Kobayashi et son ingénieur à un moment donné de la course quand il y a déjà eu cette intervention et que la direction de course était en négociation avec le team manager mhm. de ces deux équipes. Kamui, quand il y a un drapeau jaune, pense bien à lever le pied quand Lève le même. pied quand même, ouais. Pense à, c'était exactement ça. C'était s'il y a un double yellow, s'il y a un endroit, soulage quand même, quoi. Histoire de montrer que t'as vu. Non, mais Comme s'il ne le savait pas. alors, Non mais voilà, donc en tout cas Ferrari, chanceux j'allais dire là-dessus, par contre c'était très intelligemment construit, parce qu'on a eu l'impression, et moi c'était vraiment ça quand j'ai commenté là sur Eurosports Weekend, le replay est disponible si vous le voulez, et bien en fait j'ai eu l'impression que c'était la voiture lièvre, cette Ferrari 83, à un moment donné elle a même eu l'autorisation de dépasser la 51, mhm. on a rassuré Giovinazzi en disant on n'abandonne pas la première place, Ce qui et prouve elle qu'on est vraiment tentait dans une des stratégie d'équipe stratégies quoi, officielle. Ce qui prouve qu'on est vraiment dans une logique où les trois c'est voitures vrai, sont considérées, parce que tu donnes pas de consigne sur une voiture qui n'est pas de ton équipe. Mais on est alors tu d'accord. vois, pour compléter ce que tu dis, il y a quand même, alors, elle est voiture officielle, elle est considérée comme telle en interne chez F Corse, mais j'ai quand même la sensation je sais pas si ça vient des pilotes de Robert Kubica, Robert Schwarzman ou Guy Feillet, ou si ça vient des ingénieurs, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu une envie d'avoir cette voiture comme un électron libre Oui, et finalement de tenter des choses. Et il y a on un l'a vu au parallèle Mans. à faire vraiment avec les 24 heures du Mans, exactement, où au début de course, et ben, à un moment, quand elle prend la tête et quand elle émerge vraiment, c'est parce qu'ils sont restés en piste, ils n'ont pas cédé à la panique de la météo. Là où la Porsche, par exemple, qui était en pôle avec Vantore, Lauterer et Estre, s'est complètement pris les pieds dans le tapis, c'était Lauterer au volant d'ailleurs, là encore, mais il n'y pouvait rien, le pauvre, mais mauvais call, mettre des pluies alors que la piste allait ressécher, enfin, très compliqué. Et eux, ils ont osé au niveau stratégique, et ça a payé, il n'y aurait pas eu ce contact avec Dries Vantore un peu plus tard dans la course, au début de la nuit. Cette 83, elle était quand même solidement en tête, elle avait émergé comme la voiture forte. Et là, tu vois, c'est marrant, pareil, il y a un peu cette logique de se dire, on tente des choses, on l'attend peut-être un peu moins, on la regarde un petit peu moins peut-être, et du coup, ils osent faire des plans que les autres ne font pas. J'aime bien en fait. J'aime Moi beaucoup. aussi. C'est vrai, hein, cette voiture qui partait en deuxième position sur la grille de départ, donc Oui, Ferrari qui ouais. avait montré vraiment de belles choses en qualif avec un excellent tour, hein. Il a quand même collé 3 dixièmes, Giovinazzi, à tout le monde. Et par contre, je vais quand même lui donner un mauvais point, et parce qu'il faut bien, il fait n'importe quoi, Giovinazzi, au moment où il veut prendre un tour, je crois, à une voiture. Il se retrouve avec une hypercar parce qu'il vient de s'arrêter au stand, et donc forcément, bah, il est plus en tête. Et là, il freine trop tard, il part en travers. Et je pense, alors j'ai pas d'explication et je veux pas non plus l'accabler s'il y a eu problème mécanique avant, mais pour moi, il le génère en fait ce problème mécanique et il casse la boîte
parce qu'il part en travers, il prend peut-être pas l'embrayage assez tôt, et il est resté bloqué, mais je sais pas combien de temps, Mhm. dans ce fameux virage numéro 12, là où il était plus en mesure de pouvoir repartir, en fait. Cette Ferrari, elle a l'air d'avoir les mêmes soucis que. Non, j'allais faire un parallèle avec Toyota et l'épisode, tu sais, Ah oui, Toyota, Kobayashi, Vincent Capillaire. L'arc, les 24 heures du Mans, là. Mais non, mais c'est parce que cette Ferrari, elle a quand même. Tu sens que quand ça va pas, enfin, s'il y a un pépin, s'il y a un. Comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, un petit grain de sable dans les rouages. Waouh, enfin, aux 24 heures du Mans l'année dernière, 2023, rappelez-vous la procédure pour réinitialiser la voiture. Alors, enfin, c'est vrai. alors d'ailleurs, il y a que le pilote qui était au volant. C'était qui était au Pierre volant. Guidi. C'est Pierre Guidi. Apparemment, c'était le seul à connaître vraiment la procédure ultra détaillée. Donc, coup de bol que ce soit lui au volant à ce moment-là. Mais tu vois, très compliqué quand même de repartir. Et là, effectivement, tête à queue, j'allais dire maîtrisé, presque en glisse, parce qu'effectivement, il arrive trop vite. Je crois que c'est une Peugeot. Il voit qu'il y a une autre voiture. Il se dit, on va éviter le contact. Donc, il se met un petit peu en dérive, façon safety car à Monza. Tu vois, il contrôle la glisse en se disant, ça va taper ou je vais sortir, mais je préfère contrôler le truc. Il le fait très bien, mais par contre, elle repart pas du tout, quoi. Non. Et c'est assez étrange. T'as l'impression que la machine a. Est-ce que c'est un point qu'ils ont sous-estimé ou qu'ils sont pas assez développés? Tu vois, le côté. Je sais que chez Porsche, par exemple, je crois que j'en avais déjà parlé, mais il y a des choses. Là, je fais ma première digression. Voilà, ça Ah, fait ça combien y de est. temps? Ouais, ça fait 10-12 minutes, c'est bon. Euh, c'est marrant. Moi qui suis observateur de ce domaine comme toi, j'ai pas du tout la prétention de faire la morale aux pilotes, aux ingénieurs, etc. Je suis observateur et acteur d'une certaine façon, mais en tout cas, je connais pas la réalité de ce que c'est que d'avoir une voiture, de l'engager, etc. Il n'empêche que, c'est là où je donne mon avis, il n'empêche que il y a parfois des choses qui échappent aux ingénieurs et aux pilotes alors que ça te paraît juste être du bon sens. Exemple, chez Porsche cette année, et je crois que je l'avais déjà dit, Lorenz Vanther ou même André Lotterer, ils m'ont expliqué qu'en essai, ils font des essais par exemple de 20 heures, 25 heures, 30 heures, 36 heures. Ils vont sur une piste, ils prennent la bagnole. Sébastien Vettel d'ailleurs avait participé à un de ces tests en Aragon, je crois. Oui, c'est vrai. Ils mettent la voiture sur la piste et puis allez, on roule et on fait des simulations. Donc bah, tu rentres, on remet du carburant. Des fois, on va tenter des doubles stints avec les pneus, parfois peut-être trois, etc. Enfin voilà, on teste des choses. Et ils m'ont dit, on n'a jamais fait de simulation de full course yellow. C'est-à-dire qu'à un moment, même si tu es tout seul sur la piste, tu dis à André Lotterer qui est au volant, écoute là, il y a un full course yellow dans 5, 4, 3, et tu fais un full course yellow pendant 5 tours. Pourquoi tu fais ça? Pour que le pilote déjà il ait les réflexes, mais aussi pour voir comment la mécanique réagit. Parce que quand tu vas repartir à full gaz derrière, la mécanique, si ça se trouve, elle a pas assez refroidi ou au contraire trop refroidi. Les pneus ils sont moins en température. Enfin en fait pour moi ça fait juste partie des trucs de simulation de base. Et ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas fait une seule fois en essai. Je trouve ça dingue. Et donc tu vois chez Ferrari, si ça se trouve, ils n'ont pas non plus simulé une sortie de piste parce que tu peux, quand tu fais des essais au Ricard ou quand tu fais des essais sur une piste qui est assez sécurisée, tu peux simuler une sortie de piste. Tu peux dire, pas aller dans le gravier non plus et se créer des Bien sûr. problèmes, hein. Mais par exemple, Toyota, à une époque, quand ils avaient la Mais si, ligne et qu'ils il le n'arrivaient pas à faisait. gagner, ils simulaient Des de mal crevaisons. serrer. Ouais, du crevaison, c'est ça. Ils avaient même fait des essais, je crois que c'était au Ricard, où Buemi ou je sais pas quel pilote était reparti avec 3 roues. Comme si le mécano avait mal serré la roue ou avait oublié de poser une roue et la voiture repart. Et il avait fait un tour avec 3 roues pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça casse? Est-ce que ça va solliciter d'autres éléments? Et bref, j'ai l'impression que chez Ferrari, ils ont un peu merdé sur cet aspect. S'il y a un grain de sable, la voiture, c'est plus de son, plus d'image, quoi. Il n'y a plus rien Ouais, c'est et possible. c'est très compliqué de repartir. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, ils ont été victorieux. Et donc, on s'amusait à le dire, cette 499P n'avait gagné qu'aux 24 heures du Mans. Mais voilà, ça y est, elle a gagné sur une autre Ouais, piste ouais, c'est en bien. endurance. C'est bien, c'est très bien. Je pense que c'est bien pour l'histoire du modèle parce que il y en a qui diront que c'est mieux d'avoir une voiture qui est iconique et qui gagne que les 24 heures du Mans. C'était un peu ce que je me disais d'ailleurs au début. Genre, voilà, ça fera partie de la légende. Et en vrai, je pense que c'est aussi pas mal d'asseoir ce succès et de gagner ailleurs. Donc Après, je on trouve peut ça s'en bien. sortir en disant que c'était une Ferrari jaune et que c'était Oui, pas la voilà. Ferrari Ouais, mais officielle. pour l'instant, c'est ce qu'on retient, exactement. En tout cas, le premier Chinois à s'imposer au général en WEC, c'est bien Yi Feiye. Premier Eh oui, Israélien à s'imposer au général, Robert Schwartzman, c'est bien lui, et il l'a fait. Et Robert Kubica qui s'impose lui aussi pour la première fois en WEC au général, parce qu'il avait gagné pas mal oui, de courses en ouais. LMP2. Donc bah, c'est un beau trio, ils C'est ont, une ils ont bien première géré. pour les 3 nationalités alors.
Je suis pas sûr que ce soit une première pour un pilote polonais, si, de s'imposer en WEC. Bah, tu vois, je vais pas vérifier. Je sais que c'est un premier chinois et un premier israélien, mais je sais pas s'il y a d'autres pilotes polonais qui. Israélien, russe, double nationalité, hein. Il roule sous Oui, la, il oui. roule. Non, mais voilà, faut le préciser quand même. Il roule sous la bannière israélienne parce qu'il n'a pas le droit de rouler avec la bannière russe, quoi. On est d'accord, effectivement. Faudra vérifier. Tiens, on est là dans l'Endurance Club, normalement, on a toutes les réponses. Aïe. Dites-le en direct dans le chat. Non, c'est pas vrai, on n'est pas en direct. Mais dites-le sur le hashtag qu'on a sur les réseaux sociaux, évidemment. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Voilà, ça, tu vois, il Ah, fallait tu le peux le faire. glisser là, c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'était le moment. Je pense que c'est le moment dans l'Endurance Club pour essayer de faire monter ce podcast qui, a priori, vous plaît bien et on en est ravis. Donc, merci pour vos retours. Pour Toyota, en revanche, c'était une belle course. Ils étaient vraiment pas satisfaits du tout de ce qui s'était passé en qualification, notamment Kobayashi. Il partait un petit peu loin, était un peu frustré. La 8, c'était encore pire. Et puis, bah, j'allais dire, à la Toyota, hein, ils ont réussi à construire leur course, à remonter, à revenir. Moi, j'ai l'impression quand même, c'est pas, c'est ce que j'ai dit hein, en direct aux commentaires, c'est pas pour faire offense à Pascal Vasselon, mais je trouve que depuis que David Fleury est venu à la tête de chez Toyota, on est plus dans le style WRT, et on va en parler tout à l'heure, de Hmm. se dire, on a une stratégie, on s'y tient, on va pas partir dans tous les sens. Et j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas perdu son sang-froid, qu'on a mis les bons pilotes au bon moment. On a mis De Vries pour mettre la pression sur Yifeye et il a failli passer juste avant son arrêt au stand. On a attendu avant de mettre Kamui Kobayashi dans cette voiture et c'était bien lui le plus vite. Hein. C'est lui qui a fait le meilleur tour en course pour un rien face à Charles Milesi. Et j'ai eu l'impression qu'ils étaient sereins chez Toyota et que cette victoire, bah voilà, elle se joue à une pénalité pour non-respect des drapeaux jaunes, pour un rien, hein, pour un non lâcher de gaz ou en tout cas pas assez longtemps. Mais sinon, ils étaient dans le rythme. Hein. Il est revenu à 3 secondes. Il a comblé 8 secondes en quoi? En 4 tours. Hein. 5 tours. Là, je vais parler vraiment du non-verbal, juste de l'impression que renvoient les personnes, mais effectivement, pareil, hein, j'ai côtoyé un peu et j'apprécie beaucoup Pascal Vasselon. Effectivement, David Fleury, que je connais un peu moins, il renvoie une image de sérénité et de sérieux presque froide, d'application, tu vois. Tu sens que le gars, quand il prend des décisions, c'est c'est pas sous le coup de l'émotion, c'est déjà bien réfléchi, et généralement, c'est une bonne décision, quoi. Et Ouais. effectivement, il renvoie ça, et ça joue, je pense que ça joue pas mal sur les résultats. Ça me fait un peu penser aussi à l'époque Peugeot 2007-2011 où tu pouvais avoir Bruno Famin, où je trouvais que c'était un peu bon, il pouvait y avoir des orientations différentes. En tout cas, le ressenti, là encore une fois, hein, dans l'impression qu'on en avait, dans le non-verbal, dans les gesticulations, l'attitude, ça faisait un peu plus girouette. Et quand Olivier Canel est arrivé, c'était quand même un peu plus appliqué, quoi. Donc Ah ouais, ouais, je ok, pense qu'il a un intéressant. apport, je pense qu'il a un apport réel. Enfin, c'est pas un secret. S'il est à ce poste-là, avec tout son background chez Oreca notamment, enfin, évidemment que c'est un homme clé. Et par contre, le sang-froid, il y en a un qu'on a manqué un petit peu, non? Chez Toyota, en Ah piste. oui. Oh là 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 là, quelle transition, bravo, parce que justement, ça va nous faire le lien entre Toyota et Porsche. Ouais. Sébastien Buemi qui venait de rentrer dans la voiture. J'étais en train justement de dire aux commentaires, à regarder ses yeux en disant il est déterminé, il va nous faire une belle remontée. Il est voilà dans son rôle justement, bah, comme Kamui Kobayashi. Hein, il a attendu pendant 4 heures et puis les 2 dernières heures c'était pour lui pour aller à la baston. Ah bah il y allait à la baston. Il venait de sortir des stands. Kevin Estre est juste derrière lui et alors là il le serre normal. Il le resserre. Bon, on va dire que ça Moins reste normal. normal, Et puis mais là, oui. on arrive au bout de la piste. On passe de droite à gauche. Il était limite de la ligne blanche. Il y avait toujours Kevin Estre à droite, à sa gauche, pardon. Là, c'est beaucoup moins normal. Et attends, et Et on pourtant, continue. Les deux sont à fond. Kevin Estre manque de décoller. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? Alors, il a écopé 2 points sur son permis de conduire, j'allais dire, ouais, de Buemi. pénalité, oui, oui. Et puis 30 secondes de stop and go. Mais il a craqué. Et pourtant, ça arrive pas souvent. Moi, j'aime bien ce pilote, Sébastien Buemi, je l'ai dit. Mais Mhm. là, quand il y a des erreurs, on est obligé de le dire. Franchement, on n'est pas là pour avoir une langue de bois non plus. Sébastien Buemi a débranché le cerveau, là, aujourd'hui. C'est un pilote qui est pas forcément. Alors c'est marrant parce qu'en plus, la semaine précédente, enfin dans la semaine où il y a eu la course, il y a une interview de lui qui est sortie sur les réseaux sociaux, un grand format chez Hydro que j'ai pas été voir encore Ah intégralement, mais oui, tout à fait. c'est marrant parce que Sébastien Buemi, c'est quand même pas le mec qui est le plus présent dans les médias. C'est pas non plus le vainqueur des 24 heures du Mans, le plus légendaire. Tout le respect que je lui dois, hein. Et je veux dire, il a pas. Il est assez secret comme garçon et il a pas forcément envie de développer l'aspect lifestyle, grande vie.
comme peuvent avoir des mecs comme l'autoreur, on en reparle encore une fois, mais Bien sûr. tu vois, ou Benoît Tréluier qui a cultivé un autre truc aussi à son côté, de son côté, une façon un peu plus légende, etc. Je passe sur d'autres pilotes, Jackie X, Pescarolo, etc. Sébastien Bien Buemi, sûr. c'est pas forcément le vainqueur des 24 heures du Mans, le plus emblématique ou le plus reconnu au niveau grand public. Et donc là, c'est marrant, il y a cette vidéo qui sort, qui quand même va clairement mettre la lumière sur lui. Il est déjà connu des fans de Formule 1 et des fans de monoplace. Il a sa réputation aussi avec toute la filière, son passage chez Red Bull, son palmarès en Formule électrique, évidemment. Mais moi, j'ai toujours eu bien aimé son. Je trouve qu'il manque un peu de flamboyance et de côté, tu vois, sympa, mais par contre, en piste, t'as pas grand chose à dire. C'est quand même un mec qui est toujours appliqué et qui joue avec les règles. Enfin, moi, je trouve qu'il joue dans les règles, quoi. Ouais. Et là, ouais, j'ai pas trop compris. D'autant plus, comme tu l'as précisé, c'est ça la clé. Il sort des stands, donc en fait, la Porsche derrière, en plus, ça a bien emmené avec Kevin Estre, il va lui mettre, quoi. Enfin, il va passer. Oui, il faut essayer de garder la track position, mais enfin là, Bah, c'était difficile. Après, je comprends justement, j'allais le dire, tu vois, la position sur la piste, elle est importante. Il vient de sortir des stands. S'il se fait doubler par la Porsche numéro 6, c'est pas si facile que ça de dépasser à Austin. Donc, il la laisse trouver dans un mauvais oui, timing. Mais bon, est-ce que tu vas sortir ton adversaire voilà. pour ça? Enfin, j'ai un moment, hein. Donc, ouais, écoute, ça a été le mauvais move de la course. Parce il y a eu d'autres petits accrochages, on en parlera juste après en LMGT3, notamment Oui, avec Raël Frey qui se rappelle à mes bons souvenirs aïe. quand elle faisait des coquilles en ELMS. Mais c'est des accidents de course, enfin, c'est des incidents en piste et ça arrive, c'est la course auto. Si on veut qu'il n'y ait pas de contact, on fait autre chose, quoi. Ça, je Mais le dis toujours. Je suis d'accord. ah bah évidemment, pour moi, ça fait partie de la course qu'il y a un peu de bout de carbone qui vole et qu'on aille portière contre portière. Et en plus, on le fait pas beaucoup parce que c'est des voitures qui coûtent des millions d'euros, contrairement à du Bien tourisme. sûr. Mais Non, ça moi, fait ce qui du m'a bien. gêné, Là, par contre, c'est ce qui pas m'a vraiment, gêné, là, c'est c'est pas faire, quoi, tu vois. ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il a traversé la piste de droite à gauche, quoi, avec Est qui était à sa gauche. Il s'est dit, il va lâcher. Ah bah, c'est mal connaître Kevin Estre, Ouais, non, qui non. est capable de faire de pass on the grass. Bon, là, à un Là, c'est moment pas on donné. the dirt, quoi, mais ouais, c'est ça, c'est Non, mais vraiment. à tel point, j'ai eu peur, hein, parce qu'on aurait pu voir un incident un peu comme Stroll et Alonso il y a quelques années en Formule 1, où Alonso a décollé, à cet endroit-là même. Donc, Ah, je croyais que t'allais me bon, sortir une ref à l'ELMS, tu sais, il y avait eu au Paul Ricard aussi une voiture ah, de chez Felbermayer Proton, je crois. Enfin, non, je sais plus ah oui, quel proto avait non, mais ça, décollé. c'était Jonas Reed, qui a Jonas Reed, ouais, décollé des c'est ça. 4 roues. Ouais. Ah oui, non, ça d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu te sortir celle-là, mais non, c'était plutôt au même endroit à Austin en Formule 1, alors qu'avec les roues qui se sont enchevêtrées, Ouais, c'est évidemment. vrai. C'est vrai. Mais, mais là, non, ça aurait pu être chaud. Franchement, ça aurait pu être vraiment très dur. Il s'en sort bien, d'ailleurs, Kevin Estre, hein. Il a aucun dégât, alors que Buemi est justement à la fois pénalisé Et sur son permis, crevaison. pénalisé et puis crevaison. Donc là, ça Mm. a été le mauvais move de la course. Bah, il en fallait bien un. De Ouais. toute façon, il l'avait dit, hein, Sébastien Buemi, de toute façon, dans cette voiture numéro 8, on vise les victoires parce qu'on n'a plus d'opportunité de viser le titre. Au contraire de la 7 qui se replace parce que mine de rien, l'abandon de la Ferrari numéro 51, bon ça c'est pas trop important pour le championnat. La troisième position pour la 50, ça c'est important. La deuxième place pour la Toyota numéro 7, qui aurait pu être une première place, eh ben, fait qu'ils reviennent à 112, à 113 points, pardon, et donc à 12 points de la Porsche numéro 6. Et on Non, va mais parler de Porsche justement, cette Porsche numéro 6 qui elle aussi a été pénalisée pour un non-respect des drapeaux jaunes et qui manque le coche, je pense, de terminer quoi à 4, peut-être 5. Elle est encore là, elle est encore solide, hein, cette voiture avec Estre, Lotterer, Vantore. T'en as pensé quoi de leur course? Ils partaient loin, 14e, et ils sont capables encore de revenir aux avant-postes. alors, si tu veux juste pour conclure, pour finir, compléter ce que tu étais en train de dire sur les championnats et les points, etc., ça va même plus loin que ce que tu as dit. C'est-à-dire que la Toyota, elle est deuxième, mais c'est comme une victoire en fait à Austin. Parce que la Ferrari 83 devant ne marque pas de points au championnat constructeur. En fait, un constructeur ne peut inscrire que 2 voitures au championnat du monde des constructeurs. Donc chez Ferrari, ils ont inscrit la 50, la 51. La 83, elle marque des points pour ce qu'ils appellent la Coupe du Monde des écuries hypercar. Donc c'est Jota, Proton avec la 99 et AF Corse avec la 83. Donc en fait, Toyota repart avec le maximum de points dans la catégorie des constructeurs, pas dans le classement C'est vrai. constructeur. Donc pour eux, c'est une très bonne opération. Après, sur Porsche, bah écoute, ils avaient pas l'air de se plaindre tant que ça. Ils ont fait une course plus ou moins anonyme. En fait, le seul moment où on a vu vraiment la Porsche, c'est avec ce contact avec Sébastien Buemi, je trouve.
Ouais, mais ça, Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve de pas trop voir les voitures et de les voir revenir au fur et à mesure. Un peu comme la Toyota numéro 7 qu'on a plus vue, attention. Mais je veux dire, ils ont construit leur course, quoi. En partant ils ont 14e, ils exactement, n'avaient pas le rythme et ils sont exactement. remontés. Ils ont construit leur course, ils sont remontés. C'est l'équipage de la 6 qui est le mieux placé au championnat, enfin qui est en tête du championnat, qui finit meilleur des Porsche. Donc il y a une hiérarchie qui est respectée. Après, effectivement, il y a eu, je crois que c'est la voiture de Fred Mako, que c'est lui qui était au volant, qui est rentré dès le départ parce qu'ils avaient oublié quelque chose sur la voiture. Ça, c'est dingue. Moi, j'avais pas l'information quand j'étais Mm. en course, justement, en direct. Et ça, c'est un petit peu dommage, justement. J'ai manqué de cette info. Tu sais, on a des groupes WhatsApp qui est, justement. Donc, c'est pour ça que je me permets de te le dire. Ouais. Et en fait, il y avait pas trop d'infos de la part du groupe Porsche. C'est ça qui est très bizarre. Chez Cadillac, on a vraiment toutes les infos à chaque fois. On sait ce qui se passe. Mm. S'il y a des changements de pneus, changements de pilote. Enfin, c'est Ouais. super agréable. Et merci à l'équipe de com. Alors, ils m'écoutent pas parce qu'ils parlent pas français. Mais bravo à eux. Et par contre, chez Porsche, on n'avait pas trop l'info. Ils ont oublié le cône en plastique qui protège la sonde qui doit être mise sur la grille de départ pour signaler que l'hybride est ou non en fonction. Non mais ça Mhm. c'est incroyable. Pourquoi ils sont pas restés en piste? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir Ah ben, ce je pense cache-là? qu'ils ont anticipé une demande de la direction de course. Ah ouais, À mais mon dès le avis. premier tour. Dès le premier tour, donc ils en ont profité pour remettre un peu d'essence, hein. Mm. Mais du coup, ils se sont complètement décalés Ouais. avec la position sur la piste et ça leur a flingué leur course, hein. Ils finissent septième, Mm. Christensen, Mako et Campbell. D'ailleurs, Christensen qui s'est battu pendant un petit moment avec un de ses camarades en piste et il s'est un petit peu plaint de la défense, mais sans trop se plaindre. C'était plutôt bien joué, avec un message froid en disant waouh, c'est sale, it's dirty. C'est vraiment une défense pas forcément très correcte. Je sais plus qui c'était une BM, je crois, non, qui était devant la Je sais Porsche. Je pas me si souviens c'était plus. avec BM. Mais en tout cas, c'est vrai que ça tranche, parce que c'est une manche américaine, ça tranche avec la bonne santé qu'affichent les Porsche en général aux États-Unis. Je pense à la victoire à Daytona, évidemment. Je pense aussi, il y a eu la toute première victoire d'une Porsche 963, c'était de l'année dernière à Long Beach, avec Oui. Mathieu Jaminet notamment au volant. Euh, Là, et puis, enfin, souvent les Porsche sont quand même en forme, que ce soit à Sebring, que ce soit sur toutes les manches IMSA. On le sait, alors ça n'a rien à voir avec le pays, mais voilà, c'est comme ça, c'est un constat. Elles sont plutôt bien. Et là, Attends, effectivement, un Porsche peu décroché. Penske. Porsche Penske quand même, Ouais, hein. non, mais voilà, il y a un côté. Je pense qu'ils avaient aussi envie de briller. Je t'avoue que moi, et alors bah là, c'est la surprise, c'est une bonne surprise, hein. Voir une Alpine terminer devant les Porsche, Ah, celui-là, bravo. celui-là, je l'avais pas vu venir. Vraiment, je l'avais pas Ah, vu moi, parce que, j'étais persuadé que l'équipe alpine ouais, allait faire de belles choses. ou- Alors, il faut qu'ils attendent leur heure, évidemment. Ils ont des bons pilotes, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ils ont le moteur de la Formule 2 qui est éprouvé, alors peut-être pas pour 24 heures, mais en tout cas pour des courses de 6 heures, et une belle stratégie. Franchement, coup de chapeau à Charles Milesi, qui a été encore une fois, bon, comme à Spa la semaine dernière. Voilà, ça y est, là, cette fois, c'est bon. On a compris que Charles Milesi était un champion du monde, et en LMP2, il l'avait montré avec WRT. Là, franchement, il qualifie la caisse quatrième, malgré la petite erreur de Habsbourg en début de course, la pénalité. Ça, c'était de trop. Mais bon, ça arrive, hein, quand on va chercher les limites, c'est normal. Et ben, il est remonté, Charles Milesi, et il nous a fait un triple relais incroyable. L'Alpine qui a quasiment fait le meilleur tour en course. Qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, est-ce que tu as été bluffé comme moi oui. de ce rythme de Charles Milesi? Ouais, parce que quand on a fait la preview la semaine dernière, j'avais dit, je pense qu'on va retrouver à Austin la même hiérarchie qu'on a habituellement en WEC, et peut-être même que le circuit va enfin, va vraiment marquer les catégories. Et j'avais dit, on va avoir Ferrari, Toyota et Porsche devant, et puis le petit groupe derrière, Cadillac, machin, et malheureusement les constructeurs français un peu décalés. Donc j'ai raison au moins sur Peugeot, mais sur Alpine, je suis content de voir que c'est pas le cas, parce que, euh, en fait, enfin, Austin est un circuit qui finalement alors, il y avait le sujet de la dégradation des pneus, et je pense que c'est un circuit qui valorise bien aussi les châssis. On le sait, la Oui. 499P, c'est quand même une caisse qui est plutôt bien faite. Alors, on sait aussi que chez Toyota, ils ont quand même un petit historique, et comme je le dis souvent, la GR010, pour moi, c'est une TS 050 convertie en hypercar, mais il y a quand même cette expérience LMP1 qui est là et qui est indéniable. Et chez Alpine, le châssis il vient de chez Oreca, donc je, on devine, Oui. enfin, de l'avis de plein de pilotes et observateurs et gens qui gravitent dans le domaine, l'Alpine A424 est l'hypercar qui a le meilleur châssis. Donc, Ah, pas mal. ouais, j'ai eu pas mal de retours en ce sens-là, mais de gens, tu sais, qui regardent un peu le comportement en piste, est-ce que la voiture, comment elle se comporte sur les freins, sur les changements de direction, sur les changements de cap.
Et vraiment, j'ai plusieurs pilotes qui m'ont dit, ça se voit que c'est une caisse de fou et qu'ils aimeraient la piloter, quoi. Je te donnerai des noms en off. Mais du coup, Ou tu biperas. je trouve ça bien qu'elle soit aussi haute. Effectivement, Et là, du coup, t'avais pas trop tort hein, quand même. Ferrari Toyota aux avant-postes, bon ça s'est Mhm. retrouvé. Et puis derrière, par contre, la seule petite surprise finalement, c'est que le groupe avec Cadillac habituellement, avec Porsche, bah là, on a retrouvé Cadillac, on a retrouvé Alpine et on retrouvait BMW. Donc finalement, les trois constructeurs là qu'on va évoquer étaient dans ce deuxième groupe. Alors ils ont raté une opportunité d'encore mieux faire, mais c'est vrai qu'Alpine faisait partie de la bataille pour le Ouais. podium, hein, Et quasiment on peut puis, le dire quoi. voilà, l'erreur de Ferdinand Habsbourg au départ, c'est une connerie, mais en même Ah, elle temps, coûte cher. elle coûte cher, mais oui, parce qu'il y a la pénalité en plus derrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce freinage-là, au premier tour, avec la meute des hypercars, ça passe à droite, à gauche, je comprends totalement le. Il y a un moment où tu peux pas tout voir, et enfin, c'est très. Oui, Ah mais si, complet. t'es censé tout voir à ce niveau-là, mais waouh, c'est quand même tendu, donc pour le coup, Par contre, on peut pas lui en vouloir, quoi. Enfin, ça arrive. non, et bravo à lui. Alors, il a été pénalisé, je pense, pour une manœuvre. C'est ce qu'avec Nathanaël Berton, on a pu dire en direct, mais plutôt pénalisé pour le fait d'avoir freiné trop tard dans un premier tour. Mais par contre, quelle Mhm. dextérité! Il a évité Oui, ses adversaires, que ce soit la BMW, la Cadillac, enfin, il a tout évité. Il y a eu un tout petit contact. Enfin, vraiment, bravo à lui parce que ça aurait pu se terminer là, hein, l'aventure alpine à Austin pour la 35. non, mais ouais, carrément, un comportement de gentleman, de vrai prince en piste aussi. Non, mais voilà, Oh, il c'est beau. évite le problème. Et la bonne C'était surprise aussi, royal c'est. pour Ah, bah, Habsbourg. évidemment. Et la bonne surprise aussi, comme tu l'as dit, c'est BMW où Ah oui. on comprend toujours pas ce qui marche pas. Et ben là, ça marche mieux. Il y en a même eu une en tête à un moment. Mais attends, Et. mais non, mais les deux. Non, mais alors là, franchement, quand même, coup Mm, de chapeau, bravo à l'équipe WRT pour l'exploitation. ouais. Cette BMW aux États-Unis, bah, en fait, elle a l'air de se sentir plutôt à l'aise. Je ne sais pas si on a eu des échanges avec Ral Letterman Lanigan pour avoir peut-être des petites infos sur la température, sur le côté abrasivité de la piste. Alors, je sais qu'il y a eu des essais aussi hein, qui ont été réalisés quelques jours avant, donc peut-être que ça a aidé. Mais là, ces BMW, mais quel départ elles ont fait avec René Rast, avec Marco Wittmann, c'était incroyable. Et puis par contre, en revanche, sur la 15, il y a eu un souci d'exploitation de pneus, justement, avec un très très court relais de Wittmann qui n'en pouvait plus. Les Mm. pneumatiques arrière étaient quasiment à la corde, et il a fini par faire un tête à queue. Donc en fait, ils ont raccourci leur relais de 5 tours. Et ça, pour la 15, ça a été un peu catastrophique pour la course. En revanche, pour la 20, c'était toujours très très bien dans le rythme. Il faisait Mhm. 30, 31, 32, 33 tours. Et donc, bah, il se décalait de plusieurs tours sur la stratégie face aux adversaires. Et en cas de safety car ou en cas de full Mhm. course yellow, ça aurait pu leur sourire. Il n'y a pas eu. Mais en tout cas, vraiment, c'était une Bah, très belle prestation des BM. explique pourquoi elle termine aussi loin, Ah la oui, 20. alors la numéro 20, quel dommage. Alors elle termine loin parce qu'il y a eu une pénalité de 110 secondes de stop and go pour ne Voilà. pas avoir respecté l'énergie par relais, cette fameuse énergie virtuelle. Alors justement, l'avantage qu'ils ont tiré du fait d'avoir réussi à faire 32 ou 33 tours, eh ben, ça s'est retourné contre eux parce que je crois bien avoir compris maintenant avec le recul, parce que sur le coup, j'ai pas saisi pourquoi ils avaient eu une pénalité si lourde. Je pense que le dernier tour en fait du relais de Marciello, si je dis pas de bêtises, a été fait alors qu'il restait 0% en fait d'énergie virtuelle. Ok. C'est vrai que c'est compliqué, cette notion d'énergie virtuelle, elle est pas claire pour le grand Non, public pour et le grand même pour nous public. d'ailleurs, hein. Parce que Ouais. c'est la combinaison de l'énergie issue du moteur thermique et de l'énergie apportée par le système électrique, par l'hybride. Donc vous avez Ouais, une pour allocation équilibrer. globale, mais cette allocation, elle change d'une voiture à l'autre parce que c'est un des paramètres de la BOP. Donc c'est-à-dire que vous avez une énergie que vous pouvez exploiter et puis après vous avez une énergie par relais. Enfin, c'est tout un élément qui permet de balancer les performances des voitures en catégorie hypercar, mais du coup, on en arrive à des situations comme ça où la voiture elle n'est pas tombée en rade, elle n'était pas tombée en panne d'essence ou elle n'est pas tombée en panne d'énergie. Ah non, il y avait tout. Ouais, Elle a ouais. juste Mais utilisé le dernier trop tour était à d'énergie. zéro. Voilà, c'est ça. Hmm. Donc, qui n'est pas autorisé parce que elle est censée rentrer. Enfin, c'est compliqué quand même ce truc-là. Mais bon. D'ailleurs, Ouais.
C'est ce qui a failli arriver aux 24 heures du Mans hein, avec Niklas Nielsen dans les derniers tours. Si Toyota avait Oui. peut-être mis plus de pression, ça on a refait le match avec Tristan Gomandi, où j'avais commenté cette fois-ci pas sur Eurosport mais sur l'application, puisqu'à chaque fois je le dis et on a eu le plaisir de commenter ensemble aussi les 24 heures du Mans. C'était moins une hein, pour Ferrari. Bah là, BMW s'est fait piéger, j'allais dire. Et surtout, c'est dommage parce que ça pouvait être un top 5 aussi pour eux. Mhm. Ils le méritaient au vu de la course, il le méritait. Ça fait 2 fois que la BMW rentre dans les points. Je dois dire quand même que c'est assez encourageant. Espérons pour eux qu'à Fuji, ça soit pas si mal, même si ça va être un peu plus difficile, je pense. Quand même, j'ai été agréablement surpris par cette performance et par le niveau aussi. Bon, à la fin de la stratégie, mais ça on connaît WRT, mais des pilotes, vraiment, que ce soit Ouais. non, mais c'est vrai, hein, que ce soit Marcello, que ce soit finalement Vanthoor ou Wittmann, c'était pas mal, mais c'est surtout moi, French, Rast et Van der Linde hein, qui m'avaient le plus impressionné. C'est eux hein, qui auraient dû terminer dans le top 5 et qui terminent Mhm. 13e. Mais Donc dommage, quoi. je l'avais déjà dit et je le répète encore, j'ai la sensation, si tu mets de côté le palmarès actuel des pilotes et si tu mets de côté peut-être tu peux avoir un attachement émotionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Robert Kubica, par exemple. Comme on l'a dit dans l'épisode sur nos histoires personnelles, moi j'aime bien l'auteur, Vanthoor, Estre, tu vois, machin. Si tu mets tout ça de côté, je trouve que les meilleurs équipages, c'est les équipages BM. En termes d'expérience Ah, passée, tu trouves? d'expérience en GT, d'expérience aussi en proto, de balance entre. Bah, non, mais évidemment, l'équipage que je viens de nommer, Estre, l'auteur Vanthoor, il est très puissant. Mais Hmm. tu sais, il y a beaucoup de Non, blagues c'est sur les intéressant. réseaux sociaux sur le fait que l'auteur, il est quasiment retraité. Il en joue d'ailleurs, hein, parce qu'il a plus de Mais 40, il a plus ils de l'ont 40 dit. ans. Non, Oui, mais oui. attends, t'as vu cette radio lunaire? Alors, ok, c'est Oui, pour rigoler, c'est mais enfin, marrant, quand c'est même, marrant. franchement. Ah, pour Oui, un vieux, t'es pas mal, t'as fait de secteur Purple. Ouais, d'accord, ok, bon, oui, c'était mais pour l'encourager. voilà, mais parce qu'il en joue, voilà, je trouve ça marrant, mais je trouve que les équipages où il y a le potentiel pour, je sais que t'aimes bien ce genre d'expression, qui a le potentiel pour délivrer et qui en tout cas est dans une phase où ils vont arriver à maturité et ils ont tout pour passer un step supérieur et gagner. Pour moi, c'est chez BM. Dries Vanthoor, par exemple, c'est ça, c'est le gars qui a déjà gagné plein de trucs en GT, qui a plein d'expérience et qui là a son opportunité en hypercar et à mon avis il donne tout et qui est plus jeune que Lorenz Oui, Vanthoor. mais moi, là, je te rejoins quand même. Je trouve qu'il donne un peu trop et on a vu Ah, que lui, c'était oui. brouillon au Mans. Et là, ici, au Texas, bah, c'est pareil. Alors bon, Wittmann est allé de son tête à queue avec les pneumatiques usagées, ok. Je pense que sur le trio entre Dries Vanthoor, Marco Wittmann et Raffaele Marciello, c'est quand même le Suisse Marciello qui a été le Ah plus bah, efficace. Et c'est dommage qu'ils aient perdu tant de temps, je trouve. Parce que eux aussi, hein, ils pouvaient être dans le match. Bon, ils marquent des points, mais ça a été un peu limite pour Vanthoor. J'ai trouvé en tout cas, hein, vraiment, ouais, il mais a c'est perdu du toujours le temps sur cas. son relais. Il est fougueux, lui, pour le coup. Mais en Par tout contre, cas, quand t'as Franz, Rast et Van Rast der aussi, Linde, ouais, voilà, tu vois. Non, pouah, mais c'est vraiment c'est un équilibre, c'est un super équilibre, quoi. René Rast, c'est pareil, c'est un mec qui est pas forcément le pilote le plus connu, mais quand tu t'intéresses à son palmarès, il gagne à être connu. ouais, ouais, non, mais moi, je le revois rouler chez Audi déjà, et puis en Cup, enfin, ouais, c'est un pilote qui a une connaissance, et j'imagine que c'est le genre d'équipage. Je dis ça aussi, évidemment, vous avez le droit d'avoir un avis différent, et partagez-le, ça me ferait plaisir d'entendre ce que vous pensez de ça, mais je pense que c'est aussi le genre d'équipage où les trois pilotes, ils doivent avoir un retour technique qui doit être incroyable. Je pense que c'est là où peut-être que WRT va gagner du temps et rattraper Rahal et Terman. C'est parce que quand tu as ces deux trios de pilotes, ils ont tous, à mon avis, beaucoup de choses à dire une fois qu'ils ont fait des tours. Et c'est pas juste, ah, la voiture, elle a un peu de survirage, elle a un peu de Ouais. sous-virage. Non, non. Ils sont tous très futés. Et je pense que l'accumulation de données, là, ils ont que deux voitures, mais à mon avis, c'est comme s'ils en avaient trois ou quatre, quoi. Parce que les trois pilotes sont Oui, très forts. ça je suis d'accord. Et il y a peut-être aussi quelque chose d'encourageant, et j'espère pour eux, c'était au niveau du freinage que c'était difficile de pouvoir gérer Mhm. pour Oui, BMW. c'est vrai. Là, a priori, à Austin, c'était un peu mieux. Donc, et pourtant, il y a des gros freins, hein, au 12, au premier virage, en montée, Bien sûr. certes, mais quand même. Et puis l'épingle du 11. Donc, a priori, c'est quand même encourageant. Et c'est beau parce que l'épingle du premier virage, le frein que fait René Rast à l'intérieur, fallait le tenter quand même, hein. Non, franchement, ouais, il y a eu de belles choses. Par contre, bon, on passe sous silence la performance de Peugeot ou pas? Aïe. On va parler de Cadillac donc maintenant. Avec... Bah Peugeot, qu'est-ce qu'il y a à dire? Franchement, je suis déçu et triste. Alors,
j'ai pas osé le faire parce que tu sais, dans l'Endurance Club, on en parle tout le temps de cette 94 avec Paul Di Resta. Mhm. Mais quand j'étais en direct, j'ai dit ah, encore la 94. Et là, je regarde, je dis ah, non, cette fois, c'est Van Dorn. Mais encore une fois, prise au piège avec un petit contact. Alors, j'ai pas vu d'où ça venait, mais il y a eu certainement une crevaison à l'arrière. Mhm. Elle est quand même pas vernie, cette 94. Non. Euh, et puis en plus, bon, elle finit par abandonner. La 93, c'était pas mauvais. Mais ils sont pas dans la fenêtre, quoi. Ils sont pas dans la fenêtre d'exploitation. Pourtant, je crois pas que cette voiture soit complètement mauvaise, mais je vois pas comment ils peuvent faire mieux. Si, engager une Isota Fraschini sous les couleurs Peugeot, peut-être, mais, mais sinon, non, Ouais, non, franchement. mais c'est compliqué. En fait, Et on n'a pas d'explication, c'est ça le problème. En fait, moi j'aimerais que Peugeot fonctionne, c'est pas le souci. surtout là, ce qui est marquant, on va dire, c'est que si tu mets de côté Isota Fraschini, parce que Isota Fraschini ils ont annoncé l'arrêt du programme, hein, si vous ne le saviez pas. Donc si tu mets de côté Isota Fraschini, si tu mets de côté aussi les pilotes qui font des piges comme au 24 heures du Mans, par exemple Sébastien Bourdet, en fait le trio Duval, Di Resta, Van Dorn, ce sont les seuls à pas avoir marqué de points cette année en championnat, quoi. C'est la seule Waouh. voiture qui n'est jamais rentrée dans les points. Donc Et pourtant, tu parles quand c'est même de pilotes qui ouais, sont, j'allais dire, qui ont un petit coup de volant, quoi. Loïc ouais. Duval, il a prouvé un peu aux 24 heures du Mans. Van Dorn, il a prouvé un peu partout où il a roulé qu'il pouvait avoir des titres. Di Resta, je suis moins fan déjà du personnage et puis de sa carrière. Mais enfin, quand il a gagné en DTM et quand il était en Formule 1, j'étais quand même Oui. assez admiratif de sa carrière. Bon, bah là, quand même, c'est vraiment triste de voir bah, cette C'est statistique la que tu voiture dis. balai, Et même quoi. Lamborghini a marqué, quoi. Oui, non mais c'est la voiture balai, ils font 15, 15, 14, 11, 16 et abandon. Ah, c'est horrible. Bah surtout, là tu vois, c'est un épisode très développement personnel aujourd'hui. Mais je pense que ça a aussi un lien avec, enfin ça peut avoir une conséquence sur la motivation. Loïc Duval, il s'en est pas caché, je pense qu'il en a un peu marre d'aller aux quatre coins du monde pour finir 15e. Et Oui. Paul Di Resta, je sais pas, peut-être qu'il est content. Stoffel Van Dorn, bon, c'est pareil, vu son background et vu ses expériences, le gars est quand même pas trop habitué à se battre pour une 16e place. Et ça peut aussi être un élément important. C'est vrai. Est-ce qu'il faut Ah bah pas attends, apporter je du sang rebondis. neuf ou tu vois Bah ils vont en apporter du 109. Nico Müller s'en va, hein. Il va chez Porsche, notamment l'année prochaine. Alors plutôt pour un programme en formule électrique, mais il y a peut-être moyen de moyenner pour venir en endurance, hein, parce qu'un Nico Müller c'est pas mal aussi. Bon, ils vont apporter du 109 avec Malte Jakobsen. Je crois qu'ils ont besoin de nouveaux pilotes. Et là je rejoins ce que tu dis, qui ont eux envie de toute façon de se montrer quelle que soit la voiture. Hmm. Pour pouvoir peut-être relancer une petite étincelle. Parce que quand tu as des pilotes qui ont tout gagné et qui ont tout dominé et qui arrivent dans un programme comme ça où tu n'as aucune chance de bien figurer, je me mets à la place de Loïc Duval, hein, franchement. Ouais, et puis ça commence à Est-ce que tu as envie craquer au d'aller chercher le niveau. dernier dixième, quoi? Non, ça commence à craquer aussi au niveau communication, où tu vois, j'ai lu cette semaine dans Auto Hebdo que je sais plus quel pilote, mais en gros chez Peugeot, les pilotes disent clairement dans les conférences d'après-course, y a rien de bon dans ce week-end, enfin, il y a rien à récupérer. Quand ça commence comme ça aussi Hmm. et que les attachés de presse laissent passer, ou qu'en tout cas les pilotes se sentent largement le droit de commenter et de dire bon on a fait un week-end de merde, c'est souvent les marques ils aiment pas trop, etc. Là j'ai Oui. l'impression que ouais, il est temps que la saison se termine. Par contre, à quoi va ressembler 2025, quoi? Parce que cette 9X8, version 2, version 2024, c'est pas fou, quoi. Mais pourtant, c'est là où, tu vois, on parle assez souvent, j'allais dire, enfin pas nous, mais globalement de la balance de performance. Je trouve qu'elle est bien faite parce qu'elle laisse l'opportunité aux constructeurs de pouvoir, s'ils sont dans la bonne fenêtre et qu'ils peuvent exploiter au mieux justement le software et l'usure des pneus et le comportement de leur voiture, essayer d'être justement dans la course. Il n'y a pas de raison que Peugeot soit mise en retrait, j'allais dire, par la CO par rapport à des équipes comme Toyota ou Ferrari, parce que c'est une LMH, donc je veux dire, ça n'a aucun sens. On ne veut pas mettre Peugeot dernier. C'est qu'ils n'ont pas mis le doigt sur ce qu'il fallait exploiter au mieux sur cette voiture. Ils ont les armes, ils ont les clés. Avec la voiture ancienne génération, c'était quasiment toujours eux les plus légers. Bon, je crois qu'on ne peut pas dire que la CO fait les choses contre eux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais essayer d'avoir peut-être un recrutement. Mais après, c'est pareil. Est-ce que les ingénieurs ont envie de venir dans un projet comme ça qui demande du temps pour se reconstruire?
C'est compliqué quand on est dans une spirale comme ça. J'ai peur que ce soit un peu négatif, quoi, quand même, Et cette puis spirale. avec quel engagement? Parce que la dernière fois que Peugeot a été engagé en endurance, on sait qu'ils sont partis du jour au lendemain, début de saison 2012, alors que les voitures étaient Ah, déjà à arrête! Sebring. Non, mais je Oh veux là dire, là. l'histoire est un éternel recommencement aussi, et je suis pas en train de dire que le management de Linda Jackson. Ah si, je suis en train de le Bah, dire. Ouais, je suis en train de le si, dire. je crois qu'on est en train de le dire Ouais, je suis en train de le et dire. qu'elle n'est pas super fan de l'endurance et du programme de course, en fait, je crois, hein, Moi, Linda les Jackson. coulisses que Donc, j'avais eues, c'est qu'il confirmait que l'année prochaine, il serait là. Euh, oui, il y a eu des échanges, évidemment, pendant les 24 heures du Mans, directement avec Pierre Fillon, avec les instances dirigeantes de la CO. Les infos que j'ai eues en off, qui maintenant, je peux les donner, enfin, de toute façon, ça n'a pas une grande valeur non plus, mais c'est qu'ils ont confirmé qu'il serait là l'année prochaine. J'ai envie de oui, dire, assez logique, vu l'argent qui a été injecté et vu les efforts qui ont été faits pour ressortir une nouvelle voiture, c'est pas juste pour rouler 6 courses. Donc ça me semble logique. Après, avec quoi derrière? Parce que on sent qu'il y avait quand même un début d'agacement, notamment de Linda Jackson, sur le fait qu'elle n'est pas là pour occuper le fond de grille et il va falloir quand même qu'à un moment ça fonctionne. Bah oui, ouais. mais moi, tu vois, et j'en ai parlé ce week-end en plus, on va en parler 2 secondes après, là où j'étais ce week-end aux 10 000 tours, mais tu vois, j'ai refait le monde un petit peu avec Julien, avec qui j'étais, Julien Ergo. Euh, En fait, à toutes les époques, il y a ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des. À une époque, il y avait pas la balance de performance aux 24 heures du Mans, mais il y avait l'équivalence de technologie ou l'équivalence de performance. C'était en gros pour balancer les voitures essence et diesel quand il y avait des Ouais. Audi R10, R15 et puis des Peugeot 908. Euh, En fait, si tu mettais pas cette équivalence en place, Pescarolo, par exemple, enfin, jamais Pescarolo pouvait suivre la lutte qu'il y a eu entre les Audi R8 et les Pescarolo, par exemple, à une époque. Elle était permise par le règlement, mais Bien sûr. si tu laissais vraiment libre les constructeurs, enfin les moyens, évidemment que Audi, même avec une caisse plus lourde et moins affûtée, ils auraient battu Pescarolo, mais matin, midi et soir. Enfin, à un moment aussi, il faut être cohérent. Et je pense que là, Peugeot n'a pas l'expérience de Toyota, qui est là depuis 12 ans maintenant. Peugeot n'a pas l'expérience de Ferrari non plus, ou Peugeot, c'est un constructeur généraliste. Ferrari, ils ont quand même la compétition chevillée au corps C'est depuis le vrai. début. La marque Ferrari, enfin, les voitures de route Ferrari ont été créées juste pour pouvoir financer la compétition. Je veux dire, c'est quand même un truc qu'il faut avoir en tête. Donc chez Peugeot, il y a peut-être moins cette culture, et surtout, il y a quand même un retard qui a été pris. Donc je pense que l'hiver va être peut-être décisif, où on aura une Ah, c'est tendance. dur. Est-ce que le programme Ouais. va être prolongé, ou est-ce que le programme sera coupé fin 2025 s'il n'y a pas de podium ou s'il n'y a pas une course référence, quoi. Et pourtant, tu as quand même un Carlos Tavares qui est passionné de compétition. Donc là, ça doit être la lutte quand même aussi en interne pour vouloir faire continuer ce programme. Moi, je suis assez déçu et frustré hein, de ce qui se passe chez Ah, Peugeot. moi aussi. J'aimerais Ouais. tellement que ça puisse fonctionner. Enfin, je veux dire, ils ont un historique, ils ont quand même gagné un peu partout où ils ont roulé. Ah bah Donc, clairement. y a pas de raison pour laquelle Et ça ne fonctionne pas. Alors, bon, ils ont fait comme, pardon, je finis juste là-dessus. Ils ont fait un peu n'importe quoi avec leur logo, leur blason, leur badge PSE, Peugeot Sport Engineering, Engineered, avec l'abandon des badges GTI, machin. Mais encore, ça va. Ils ont pas non plus fait autant n'importe quoi que Alpine, qui a tué Renault Sport, qui maintenant en Formule 1 va rouler avec des blocs Mercedes peut-être. Enfin, hmm, Peugeot, il y a encore quelque chose à sauver. PTS, Peugeot Talbot Sport à l'époque, maintenant Peugeot Total Energy, enfin Peugeot Sport, on va dire, c'est quand même une maison incroyable et il y a vraiment un héritage très riche, comme tu l'as dit, en circuit, en rallye raid, en Formule 1. Enfin, il y a plein de trucs et bref, j'espère que ça va pas prendre la mauvaise direction. J'espère qu'elles seront toujours là, quoi. ouais, je suis d'accord, effectivement. Alors, je voulais parler de Cadillac et on revient dans le positif parce qu'à domicile, bah, ils avaient envie de montrer les couleurs. C'était pas mal hein, avec cet équipage, toujours à deux. Hein, ça, de toute façon, on le sait, hein, Alex Lynn et Earl Bamber qui se sont relayés. Donc, il y en a un qui a fait 3 heures, l'autre qui en a fait 2h55, on va dire. Mais voilà, globalement, on a fait toute la course et ça a été une très très belle performance parce que ils étaient dans le rythme. Alors, peut-être pas pour la victoire, mais ils se battaient à un moment donné pour le podium. Moi, j'y croyais face à la Ferrari numéro 50. Ça a été un peu juste pour y parvenir, mais c'est quand même une belle saison. Alors, on oublie, on évacue hein, évidemment à la fois la Pas Francorchamps. disqualification au Qatar
et Spa-Francorchamps avec le gros crash. Mais sinon, c'est solide hein, pour Cadillac. Moi, je trouve que c'est la meilleure perf d'ailleurs de la Voilà. saison avec cette 4e place. Bon, ils sont encore loin au championnat. Mais qu'est-ce qu'on a pensé de cette seule Cadillac d'ailleurs hein? L'année prochaine, on en aura 2. Mhm. Mais ça doit pas être facile non plus pour les retours. Là, pour le coup, ils sont que 2 pilotes. En plus, avec une seule voiture. Bon, bah, quand tu comparais avec BMW, je pense que pour faire progresser la voiture, même si elle roule en IMSA, cette Cadillac, ça doit pas être si simple. Hein. Pour le coup, j'ai un peu moins de doutes sur la volonté de Cadillac de s'inscrire dans la durée. Ils ont. Enfin, en tout cas, c'est le visage qu'ils affichent, quoi, de vouloir être là dans le temps long, notamment parce qu'il y a le championnat IMSA et que voilà, il y aura toujours une implication Cadillac d'une manière ou d'une autre aux États-Unis. Donc, il y a le WEC en parallèle. Allons-y. Enfin, je pense que vraiment les Américains, ils réfléchissent comme ça. Hein. Les Américains, ils réfléchissent. Il y a notre marché, il y a l'IMSA. Oui, et puis on va faire le WEC aussi, tant qu'on est là, la voiture est éligible. Je plaisante, mais à peine. Et évidemment, il y a le Mans au milieu de tout ça qui est pour eux très très important. Bah, eux, je les vois vraiment comme des mercenaires. Hein. Alex Lynn et Earl Bamber, les mecs, ils sont en mission. Ils sont que 2, ils se partagent une bagnole, contrairement à tous les autres constructeurs qui ont 2, 3, voire plus de voitures avec Porsche, avec les voitures privées. Eux, c'est vraiment. C'est leur petit trip, quoi. Ça doit vraiment jouer. Hein. Ils sont que 2, alors que les autres équipages sont 3, donc ils doivent devenir les meilleurs potes, quoi. Après, Earl Bamber, je pense qu'il a cette faculté à devenir rapidement. Ça peut rapidement devenir ton bro, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, à l'époque, avec Lorenz Vanthoor, il y avait eu tout ce délire qui avait été créé, là, l'équipe Bamtor, donc Ouais. Bamber Vanthoor, où il roulait aux États-Unis en IMSA avec une Porsche qui avait notamment les couleurs Coca-Cola, machin. Enfin, c'était devenu les meilleurs potes du monde. Et je pense que là, Alex Lynn et Earl Bamber, ils doivent être assez proches. Et c'est bien que ça évolue. 4e, ils ont fait le même résultat donc que la première course, sauf qu'ils avaient été disqualifiés. Donc ils répètent leur 4e place. Après, Fuji, euh, Ouais, ça sera plus je le dur. sens moins. Bahreïn, pourquoi Ah, pas. Bahreïn, j'y crois, moi. Fuji, Non? c'est une victoire Toyota, non? On peut déjà l'acter. Ah, je pense qu'on peut le dire. Bah, surtout que là, ils l'ont raté à Kota. Hmm. Je pense que C'est ça leur va, ça circuit. va se jouer. C'est leur Ouais, circuit maison. Ouais. je pense, parce que là, c'est ce que Ferrari déclarait. Ah bah oui, mais au Brésil, Toyota avait l'expérience des autres années, alors que nous et les autres constructeurs Voilà. n'étaient pas revenus depuis longtemps. À Kota, ça sera mieux parce qu'on a fait tous des essais, vous allez voir. Bon, bah, on a vu que Toyota était quand même en passe de s'imposer. Donc, je pense qu'à Fuji, effectivement, on va pas trop se rater si on dit que Toyota devrait être au rendez-vous. Je pense que la météo en plus sera un peu capricieuse, donc voilà, ça va être intéressant. La météo On va conclure capricieuse cette... à Fuji? Non, ça serait Oui, étonnant, je ça. pense. Je pense. On va conclure cette page hypercar ultra longue, mais c'est ce qu'on aime hein, dans l'Endurance Club justement, euh, par Lamborghini rapidement. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal sur leur terrain de jeu, sur leur camp de base, parce qu'ils ont beaucoup développé cette Lamborghini ici à Austin. Et bah, le début de course a été vraiment encourageant, Mhm. avec, bah, je crois que c'était Mortara hein, qui était dans la Ouais. voiture. Il était capable de se battre vraiment face à d'autres constructeurs et c'était pas mal. Et puis bah, cette Lamborghini, malheureusement, elle échoue en dehors du top 10, mais elle s'est montrée. C'est un peu frustrant de la retrouver 14e, moi je trouve. Il y aurait peut-être eu un petit point, ça aurait été pas mal, quoi. Mais bon, c'était un peu juste peut-être en termes de stratégie et en termes de performance, non? Écoute, c'est une saison assez anonyme pour l'instant. Ouais, il y a du mieux, il y a du positif. Le truc, c'est que, bah, on l'avait déjà dit, il y a forcément à la fin un classement et plus il y a de concurrents, plus il y aura de déçus aussi. Tout le monde ne pourra pas gagner ou tout le monde ne pourra pas marquer des points et faire des podiums. Pour l'instant, ils sont décrochés. L'année prochaine, il y a la montée en puissance avec 2 voitures qui vont être inscrites. Oui, C'était les plans depuis le départ normalement. Hein. Ils auraient dû avoir 2 voitures depuis le départ et puis ils ont pris un peu de retard sur le développement. Constructeur plus modeste quand même que Ferrari. Je fais le parallèle avec l'autre marque italienne qui est engagée. Et bien quand sûr. même un peu mieux financé qu'Isota Fraschini par contre. Mais j'attends de voir 2025. Je pense que ça peut fonctionner. Alors là, pour le coup, autant Alpine, j'ai beaucoup de commentaires positifs sur le châssis, sur le développement, sur le fait que c'est une arme de guerre et que ça va cartonner un jour. Autant chez Lamborghini, j'ai souvent des sons de cloche très différents. Plein de gens qui Aïe. me disent que ça va être une super voiture, d'autres qui me disent que c'est un châssis léger tout acheté. Euh, je sais pas, écoute. Ah, c'est un peu violent. Ouais, non, mais bien sûr, mais tu sais bien comment c'est dans ce milieu, t'as forcément des jugements très extrêmes. Et puis quand tu vois la voiture qui se traîne à des 14 ou 15e places, c'est facile de dire l'IJ a mal travaillé. Parce que bon, les pilotes, tu peux un peu moins les incriminer, mais c'est forcément on charge le matériel, quoi. Je serais pas aussi tranché, je pense qu'il y a quelque chose de.
Oui, elle paraît peut-être plus simple et moins développée que d'autres voitures sur certains aspects, mais j'ai quand même un bon feeling avec cette voiture. Il faut juste que le programme passe un cran supplémentaire. Et là, je parle clairement financièrement, hein, développement, quoi. Ouais, ouais. Bah, Voilà. encore une fois, c'est l'équipe Iron Lynx hein, derrière, donc c'est pas l'enjeu et l'encouragement global du constructeur non plus. Donc Hmm. voilà, c'est aussi pour ça, c'est pas une équipe privée, mais pas loin, quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'on est exactement sur ce montage. Donc voilà, on le sait. Alpine, c'est un peu ça. Alpine, c'est de l'officiel financé. C'est vrai. Voilà. Oui, mais Euh, quelle expérience de Philippe Sino, de Patrick Sino et de toute l'équipe signature, enfin Ah, Signatech. mais Donc voilà, tu c'est peux aussi pour ça. difficilement avoir une structure indépendante meilleure. Enfin, t'as Jota, par exemple, avec Porsche, tu vois. Mais c'est pas une Ouais. équipe officielle pour le coup. Mais non, chez Lamborghini, ouais, il va falloir passer le petit cran supplémentaire, quoi. Euh, J'espère que ça sera 2025. Mais je mise plutôt sur BM pour 2025, tu vois. Oui, bah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je voulais dire, Norman Nato est en train de finir son 302e tour à 20 km/h, hein, à l'heure où l'on parle. Tu as parlé de Jota. J'espère qu'ils ont trouvé la panne quand même chez Porsche. C'était un running gag. Pas trop rigolo du tout pour Mm. Norman Nato. Il y avait un problème sur la 12. Bon, il repartait à chaque fois pour un tour à 20 km/h. Bon, Problème électrique, c'est vrai que c'est toujours difficile d'identifier précisément. Quand t'as un organe mécanique qui plante, bah, voilà, la mécanique a cet avantage de s'il y a quelque chose de grippé ou qui pose problème, on peut vite l'identifier. L'électrique et l'électronique, c'est une autre limonade, quoi. ouais, franchement, dommage. Et puis, Proton Compétition, un petit mot sur les équipes privées rapidement aussi. Voilà, 11e place. Ils se sont montrés pourtant, Yanni Andlauer et Tinknell, mais c'était pas une course facile. Donc voilà, quand même, ils étaient là, mais ils terminent en dehors des points. On passe à la catégorie LMGT3. Ça y est, ça fait 3 heures qu'on parle déjà. Ouais. Et le triomphe! Aston Martin à domicile avec l'équipe Earth of Racing. C'était vraiment, vraiment une belle partition de bon augure peut-être pour l'engagement de la Valkyrie Aston Martin en 2025 en hypercar, parce que ça sera cette équipe qui va l'exploiter. C'est la première fois depuis Fuji 2022 que Aston Martin gagne une course en WEC, donc bah, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est une première dans la compétition LM GT3 pour Aston Martin. Pas grand-chose à dire, j'allais dire. C'était vraiment une partition bien jouée. Bah, pas grand chose à dire. Enfin, ça confirme la bonne santé de la Aston Martin Vantage GT3 Evo. J'en avais parlé, j'avais fait un article là-dessus dans Auto Hebdo il y a pas si longtemps. Parce que Oui. c'est quand même une voiture il y en a une qui a gagné en Super GT, il y en a une qui a. Cette première victoire, c'était en Super GT. Il y a eu la victoire des 24 heures de Spa-Francorchamps. Et c'est une voiture où Aston Martin a mis quand même concentré beaucoup d'efforts sur le développement. Dans un premier temps, comme ça, pour accompagner les équipes un peu historiques, mais aussi pour séduire de nouveaux clients. Et ça fonctionne dès la première année, donc une victoire en WEC, c'est quand même assez prestigieux. Et ça Et ils ont peut. tourné autour, hein, d'ailleurs, parce qu'il y avait 2 podiums aussi hein, à Sao Paulo au Qatar, donc Ouais. c'est pas un hasard de les retrouver aux avant-postes. Donc, non, voilà, effectivement, après, pas grand chose à dire. Ils sont partis devant, ils sont arrivés premiers. Mais il fallait le faire. Donc voilà, c'est plutôt derrière où ça a été un peu plus compliqué. Et où Bah alors, compliqué pour qui? Pour l'équipe Iron Dame, si tu veux me parler, parce que moi j'allais quand même rebondir sur Porsche et encore une fois l'équipe Mantech. Oui, Bon, bah, ils sont en cruise control. Hein. Là, véritablement, il n'y a que au Mans pour la 92 que c'était compliqué. Sinon, ils sont toujours sur le podium. Là, ils ont largement de l'avance. Donc, je pense que pour Mantech, ça va être une partie de plaisir à Fuji et à Bahreïn. Voilà, même s'ils sont pas favoris, ils sont toujours là, un peu à la méthode hypercar, hein, Porsche. mhm. Voilà, la force tranquille, j'allais dire. Non, effectivement, là où c'est un peu plus compliqué, bah, c'était pour les Iron Dames où Ah là là. elles font une saison où elles passent au travers, quoi. Et c'est pas la voiture, hein. C'est vraiment toujours des petits gremlins. Enfin, c'est pas toujours la voiture. Je veux dire, le raccord d'eau avec le radiateur à Sao Paulo, ça, c'était catastrophique. Hein. Un seul tour pour Mitchell Gatting et puis s'en va. Mitchell Gatting qui a eu l'occasion de rouler quand même au Texas. J'ai eu peur à un moment parce que, bah, encore une fois, j'allais dire, je vais arrêter d'encenser Sarah Bovy, mais quand elle est face aux autres pilotes bronze, bon, bah, c'est vrai qu'elle a un coup de volant qui lui permet d'être aux avant-postes. Elle s'est bien battue face à Ian James. Elle a réussi à même, bah, à un moment donné, prendre l'avantage. Puis c'était vraiment une lutte pour la première position. Elle rend la voiture en tête, où elle a fait le travail. Et puis Raël Frey prend le volant et je crois qu'elle n'est pas dans une bonne dynamique, Raël. Et je sais pas si c'est pas mentalement que ça se joue. Je suis un peu inquiet pour elle. Je l'aime beaucoup et je trouve que ça fait quelques fois qu'elle retombe dans les erreurs et dans ses travers. Elle partait de beaucoup trop loin là pour Mhm. tenter un dépassement sur la Corvette.
Bon, ben, le choc a été important. Biellette de pince à l'arrière droit cassé. On a dû réparer, beaucoup de temps de perdu. Enfin, c'est vraiment, je trouve, une opportunité encore de gâcher. Et Mitchell Gatting doit être extrêmement frustré, hein. Elle roule quasi jamais, ou en tout cas jamais pour se battre aux avant-postes, hormis en ELMS, avec la victoire à Imola, évidemment. Ouais, c'est ça. Il y a eu, aussi, il y a quand même eu la manche de Spa où elles sont bien placées. Elles gagnent pas, mais elles sont pas si loin, je crois. Non? Les Hirondelles? Pouah, elles finissent 5, hein. Ouais. Non, non, franchement, Ouais, mais c'est pas il y fou, avait un hein. final un peu avec la course qui a été coupée en deux, etc. Enfin bref, mais C'est vrai. ouais, Oui, non, mais oui, là, parce que c'était en stratégie elles ont été piégées. C'est vrai qu'il y a voilà, aussi c'est ça ça. qui Oui, joue en leur défaveur. exactement comme Ferrari par rapport à voilà. Donc ouais, c'est une saison qui est compliquée et effectivement, alors je connais pas les détails, mais oui, Raël Frey, bah moi je, et ça fait écho à l'épisode de la semaine dernière où je disais il faut pas juger un pilote que sur ses crashs. Raël Frey, elle a beaucoup de qualités, elle peut avoir du rythme. C'est pas la plus rapide des trois, mais par contre, il y a une époque où elle avait quand même tendance à planter les bagnoles au dernier virage. Ah ouais, Ah là là. dans le dernier tour d'une course, en ELMS, elle l'a fait plusieurs fois. Là, c'est pas du Raël Frey hein, dans le texte pourtant. Venir d'aussi loin comme ça et tenter une manœuvre suicidaire, je l'ai rarement vu faire ça. Ah, je Mais sais. J'ai pas compris. D'ailleurs, je pense qu'elle s'est fait piéger. Enfin, après, je t'as suis vu pas, l'enchaînement même pas aussi. sûr qu'elle. Non, mais elle C'est- voulait même pas dépasser, je pense. Elle a Ouais. juste voulu éviter le contact. Bon, bah, le problème, c'est que le virage se referme. Cet enchaînement de virages, le droite, double gauche, et après qui conditionne la réaccélération avec le long double droite, c'est une portion de circuit où clairement il y a plusieurs trajectoires. Et clairement, c'est une zone de dépassement potentiel parce que tu peux te décaler, parce que tu peux surprendre ton adversaire, parce que tu peux sauter sur les freins. Donc, ah oui, c'est pas non plus une bévue totale. Elle a tenté quelque chose à un endroit où ça se tente. Mais comme tu dis, je pense qu'elle s'est un peu emportée, quoi. Euh, oui. C'était le freinage au panneau trop tard ou il y a un truc. Bon, c'est un Ouais. incident de course, mais effectivement, Ah, mais ça coûte cher, hein. ouais, ça plombe clairement la saison, quoi. Ah là là, encore une occasion de manquer. Donc là, pour les Iron Dames. Pour l'Iron Link numéro 60, ça a été difficile aussi. Alors, il y a quand même un podium, hein, en WEC cette année à Aspa justement, mais sinon ils sont toujours en dehors des points, donc là c'est compliqué. Beaucoup plus finalement que pour McLaren qui a fait un bon travail, hein, avec notamment la voiture pilotée par Grégoire Saucy, par James Cottingham et Nicolas Costa, encore une fois au pied du podium. Pas loin, hein, en embuscade, et ils se sont bien battus, notamment Grégoire Saucy face à Valentino Rossi avec la BMW. Donc vraiment, ça a été une stratégie un peu inverse. Rossi, je pense, avec la chaleur, n'a pas fait des doubles relais, ou en tout cas n'a pas roulé 2 heures de suite. Ils ont mis Maxime Martin pour essayer de faire remonter la voiture. Enfin, il y a eu tout un montage pas financier, pardon, un montage Il y en de a un aussi, stratégie. sans doute, mais Oui, il y a eu un montage financier, mais pas dans cette course. Mais il y a Ahmad Alarti qui commence. Ensuite, on met Maxime Martin, on remet Ahmad Alarti, on met Valentino Rossi, puis Maxime Martin, puis Valentino Rossi. Enfin, c'était un jeu de chaises musicales, j'allais dire. Ça aurait pu fonctionner, même si, bon, finalement, ça s'est joué avec un problème de direction assistée. Mais chez BMW, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et Valentino Rossi, bon, face à Grégoire Saucy, c'était costaud. Il est même allé de son petit contact et d'essayer de le pousser pour prendre l'avantage. Mais bon, face à un pilote qui est évidemment beaucoup plus expérimenté, c'était compliqué pour Rossi. Mais voilà, je trouvais que BMW avait réussi à se montrer quand même. non, puis il monte en compétence. L'année dernière, j'étais le premier, j'avais fait un truc là-dessus où je parle que de mes anciens articles, c'est marrant. On va parler des nouveaux là, qui arrivent après. Dans le c'est quoi ton actu? Non, mais j'avais fait un constat sur le fait, on en a déjà parlé en plus ensemble, sur le fait que Valentino Rossi était vraiment taillé pour le sprint. En tout cas, c'est là qu'il avait eu des succès. On en a parlé aussi à Misano en GT World. Et qu'en endurance, moi, en tant qu'observateur, je trouvais qu'il y avait quand même du mal à être consistant dans les relais. Il a la performance sur un tour, il n'y a pas de problème, mais gagner Road to Le Mans l'année dernière, par exemple, en levé de rideau des 24 heures du Mans, oui, mais réussir à faire un double, un triple relais et être constant, avoir cette performance dans la durée, on le sait, c'est si important en endurance, il l'a pas. Et là, ça commence à arriver. Surtout, il y a un. C'est pas un. On rappelle qu'il est pilote officiel BMW quand même, hein, donc il est payé par la marque, vous vous en doutez. Oui. C'est pas un gentleman, c'est pas un Ben Keating qui a le recul nécessaire pour se dire, les gars, je voulais le faire avec l'accent, mais ça va rendre moche. Mais Ben Keating, il a le recul pour dire, bon là sur ce circuit, je me sens pas trop. Si je fais qu'une heure de pilotage, c'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui ramène des ronds.
c'est mon truc. Je sais que si je passe moins de temps dans la voiture, ça sera très bien et ça me dérange pas. Valentino Rossi, il y avait parfois un peu ce côté à le mettre moins dans la voiture parce qu'on sait qu'il est moins fort. Sauf que vraiment, quand tu es pilote officiel BM et quand tu as la prétention de gagner les 24 heures du Mans, c'est pas comme ça que tu la joues. Enfin, vraiment, si tu veux vraiment muscler ton jeu, bah, tu tiens ta place et tu fais tes relais. Et là, au niveau du temps de pilotage, c'est assez cohérent. Il a fait pareil qu'Amad Alarty, 1h47, 48. Donc Maxime Martin a fait un peu plus, mais bon, il faut bien un des trois qui fait un poil plus. Donc c'est cohérent. Donc là, il est vraiment en train de prendre la mesure, je pense, de. Bah, il s'est craché dans les mains et il s'est mis au travail. Et dans le genre de gars qui sont bosseurs et qui savent s'appliquer, je pense qu'il fait partie des bons. Donc là, il va y arriver. Cette saison 2024, tu vois, je trouve que Valentino Rossi, même s'il y a eu quelques conneries aux 24 heures de Oui, Spa, de mémoire, je sens qu'il y a quand même une vraie montée en puissance sur l'aspect endurance. La performance, il l'avait déjà et il l'a toujours eu en lui, ça, il n'y a aucun souci. Mais le fait de comprendre ce que ça implique une course d'endurance et de pas sécher un relais de nuit parce que bah, tu te sens fatigué, tu te sens moins bien, ça y est, il est passé à autre chose et maintenant il prend le boulot, quoi. ouais, c'est ça. Il est carré à ce niveau-là. Valentino Rossi, d'ailleurs, hein, dans les performances, n'était pas ridicule hein, sur le B-Pilar, donc notre petite indication. Ouais, il se retrouve au milieu de paquet, devant Kelvin Van der Linde, quand même, hein, sur la Lexus. Bon, c'était pas le plus rapide des pilotes BMW, mais c'est pas mal. C'est d'ailleurs, je dois le dire, hein, un bon travail d'Augusto Farfus, hein, qui est deuxième à ce petit classement-là, avec son meilleur tour en 2:04,7. Donc c'est lui qui a fait le meilleur tour de cette course en LMGT3 et il est le deuxième sur une moyenne de tours de façon conséquente. Donc c'est pas pour rien qu'on retrouve BMW encore bien placé hein, au classement Mhm. avec 6 points seulement de retard sur la Porsche Mante en deuxième position. Bon, un petit peu plus loin quand même pour la première place, mais c'est encore dans le rythme hein, chez WRT. Et puis Aston, bien sûr, avec leur victoire, reviennent aussi dans le match. Donc ça va être intéressant, il reste deux manches avec des points qui seront plus importants aussi à Bahreïn. Pas grand-chose est encore fait, hein, j'allais dire. Donc ça va être à surveiller. Je voulais évoquer aussi, mais alors rapidement, la performance des Corvettes. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal à domicile avec TF Sport. Malheureusement, ça score pas de points, ou Mhm. en tout cas pas suffisamment. On a compris, hein, la 81 s'est fait percuter donc par Raël Frey, ce qui fait que la biellette de direction, bah, au fur et à mesure, était un petit peu chancelante, et donc le volant tiré à droite, c'était un peu moins facile en fin de course. Donc chez TF Sport, ouais, ça marque pas beaucoup de points, mais bah, d'ailleurs ils ont même fini par abandonner, hein, Andrade, Eastwood et Van Rompuy. Mais ils sont quand même là et je pense qu'ils mériteraient un peu mieux quand même chez TF. Donc il y a eu des pénalités, ça a été un peu brouillon, mais en termes de rythme, c'est Juncadella hein, qui a été le plus rapide sur son relais. Donc bravo à lui aussi, je voulais le souligner, tout simplement. Bah, tu fais bien, écoute. Ouais, c'est. Voilà, on a moins de choses à dire sur ce GT3 tellement la Alors course en hypercar a été on flamboyante, aurait, quoi. mais non, mais on aurait, mais c'est vrai qu'on suit un petit peu moins Ouais. aussi via la réalisation les LMGT3. Moi, ça m'intéresserait de faire plus long, mais là déjà on est quasiment à 1h10, donc Oui, on va on va pas, gentiment, voilà. on va gentiment. Ouais. Alors, on passe à, du coup, c'est quoi ton actu? Eh ben évidemment, évidemment. Donc parce que l'actu était chaude ce week-end, notamment depuis le Castellet. Ça va, tu t'es régalé. C'était donc pour les 10 000 tours et c'était le week-end qui vient de se passer où tu as vu des caisses, j'imagine, magiques. Écoute, je pense que c'est le début d'une nouvelle vie pour moi, d'une nouvelle carrière Oula, qui a été marquée ce week-end. Non, mais sérieusement, en fait, j'ai déjà fait pas mal de meetings, enfin pas mal, non, assez peu, de meetings dédiés aux voitures historiques. J'ai déjà été à Spa Classique, j'étais déjà allé aux 10 000 tours en 2011. Et puis les Le Mans classiques, j'en ai pas loupé un, ou j'en ai peut-être loupé un, je sais plus, mais depuis 2002, j'ai toujours fait Le Mans classique, donc c'est un univers que je connais, mais, euh, mais là, je vais clairement m'impliquer beaucoup plus dans le domaine historique, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et à développer. Je parle là vraiment sur l'aspect qui est mon métier, hein, c'est-à-dire la génial. rédaction, la communication. Dans le moderne, c'est déjà fermé, et puis il y a beaucoup plus de jeunes aussi, on va pas se mentir. Et puis je décroche un petit peu sur certains nouveaux médias, sur certaines nouvelles choses à faire. Donc je sens que c'est vers l'historique aussi que j'ai envie de me tourner. Et donc là, vraiment, c'était un week-end un peu test. J'y étais avec Julien Ergo, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un ancien de chez Peter Otto. Il va pas aimer quand je veux dire ça, mais c'est vrai que c'est quand même son palmarès notamment. Qui a passé 9 ans chez Peter Otto au niveau relations presse, gestion avec les médias, etc. Donc il connaît très bien le domaine et qui monte Il une connaît. agence dédiée à la communication spécialisée dans le monde de l'historique. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner
d'accompagner les équipes, d'accompagner les organisateurs, d'accompagner tous les gens qui sont dans ce domaine et qui ont envie de faire parler d'eux et de montrer ce qu'ils font, leur savoir-faire, valoriser vraiment les grandes histoires, tu vois, des bagnoles qui ont roulé en compétition, que ça soit en endurance, mais que ça soit aussi circuit type monoplace, Formule 1, rallye, voilà, c'est pas du tout centré sur l'endurance, mais il se trouve que moi, c'est quand même la discipline que j'affectionne le plus. Donc voilà, on était au 10 000 tours du Castellet ensemble, Ouais. et j'ai pris cher, j'ai fait vraiment beaucoup de pistes, j'ai été voir les plateaux Endurance Racing Legend, donc c'est les voitures des années 90-2000. Bien sûr, j'étais en bord de piste pour voir les groupes C. J'ai un client qui engage des voitures là-bas, donc j'ai été le voir aussi et profiter de ces voitures. Donc voilà, c'était top. Et donc il y a un compte-rendu de l'événement à lire dans Auto Hebdo, bien sûr, cette semaine. Voilà, Oh, pas mal, avec ça, effectivement. avec des photos que j'ai pu faire. Donc ouais, c'était vraiment un super rendez-vous. Donc l'année prochaine, je pense que je vais être amené à me déplacer sur, pardon, peut-être 3-4 meetings de courses historiques sur l'année, tu vois. Ah là 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 là. Et tu viendras pas dans le moderne avec moi. Bah, je suis très déçu. Voilà, Non, je voilà, c'est viendrai tout. peut-être au Grand Prix de France historique, je viendrai peut-être à des événements comme Ah ça, bah on oui, va voir, on va super. voir. Bah oui, bah voilà, ça c'est bien ça, mais c'est pas moderne, monsieur. Non, mais le moderne, écoute, tu sais, et j'en ai parlé avec pas mal de gens, quand on est derrière un écran, et bah toi tu le fais très bien, quand on est derrière un écran chez soi à regarder la course, on est aussi pas mal. Moi j'ai la chance de vivre les 24 heures du Mans de l'intérieur depuis des années, et puis d'avoir accès à pas mal de choses, donc sur les autres manches, je pense que tu vois, j'adorerais aller au circuit des Amériques, j'adorerais aller à Sao Paulo, mais Ah je oui, pense qu'il faut savoir, ouais, mais je pense qu'il faut savoir boxer dans sa catégorie, oui, c'est ça. et Ah non, moi limite. je t'invitais en ELMS seulement, hein. Je peux pas Oh, le t'inviter LMS, au. c'est bon, je peux pas supporter ce championnat. Non. Mais en tout cas, voilà, c'était donc ce week-end j'étais là et donc à lire dans Autodot cette semaine, il y a un 4 pages dédié aux 10 000 tours et puis il y a dans les numéros à suivre, il y aura une interview aussi avec le nouveau boss de Peter Otto qui est Marc Wayun, qui est un Ah ancien oui, de on le chez connaît. Porsche, qui est passé par Audi, qui a aussi bossé chez Mercedes, chez Smart, côté produit, donc côté constructeur, mais qui là maintenant bascule dans le monde du sport auto et de la compétition classique et c'est très intéressant parce qu'il nous a donné un peu la vision qu'il veut impulser dans Peter Otto et qu'est-ce que lui compte faire et comment il compte développer les meetings. Et je t'avoue que c'est aussi ça qui m'a convaincu de me dire bah, je vais y retourner parce qu'il y a des belles choses qui se préparent. Ah, excellent, excellent. Bah écoute, j'espère qu'on pourra s'y retrouver aussi, parce que j'aime bien l'historique également, en plus de l'endurance, du moderne et de tout ça. Bah oui, non mais Alors, c'est c'est quoi vrai, ton c'est vrai. actu, toi, mon Anthony? Ah, alors, mon actu. Eh bah, toi, t'étais au Castellet ce week-end. Bon, bah moi, j'y vais ce week-end. Voilà. Parce qu'il y a un marathon, le marathon 42 heures, oui, c'est une idée de Philippe Bianchi en l'honneur de la mémoire de Jules Bianchi, qui évidemment était un pilote de Formule 1 que vous connaissez. C'est une idée assez folle, hein, j'allais dire. Ça sera la 9e édition, course de 42 heures, donc pour finalement honorer le marathon. Voilà, les 42 heures et 19 minutes 50 secondes, tu vois, parce que c'est 42 km, 195. Donc ça fait un marathon. Il y a pas mal de gens qui sont invités, pas mal de VIP, pas mal de pilotes aussi actuels qui veulent venir se faire plaisir pour rendre hommage à Jules, évidemment. Et ça sera sur la chaîne YouTube Bianchi Lagorce. Alors là, je fais une promotion. Bianchi Lagorce, bon voilà, c'est le nom de Philippe Bianchi et de Ok. Franck Lagorce La bise à se Franck. sont associés donc sur YouTube. Et Ok. ça sera à partir de vendredi 15 h, je crois, Alors, qu'est-ce qui jusqu'à va se dimanche. passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement? Qu'est-ce qui va rouler? Il va y avoir une course de cartes, en fait, tout simplement. D'accord. Et on aura donc un plateau pour présenter les différentes équipes, pour avoir quelques infos avec des gens connus ou moins connus, mais voilà, des pilotes. Il y aura Charles Leclerc qui sera là, Ok. Isaac Hadjar, t'auras Sami Meguetounif, donc pilote respectivement en Formule 2 et Formule 3 cette année. T'as des pilotes aussi qui ont marqué un peu leur, euh, leur temps et qui seront là pour partager. Ben, Jean Alési, par exemple, évidemment, Ah en tant que ouais. directeur et président pardon, du circuit Paul Ricard. Et puis, tu auras Alexandre Debanne, Vincent Perrault. Enfin voilà, il Oh, y a des gens comme nice. ça qui seront là. Voilà. Ah non, non, mais c'est sympa, c'est sympa. Ça va être un beau petit week-end. Donc sur YouTube, eh bien, c'est Ok. possible de suivre ça. Je serai à la présentation de cet événement, donc ça va bien m'occuper. Et déjà, eh bien, effectivement, essayer de construire sur l'avenir, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et ben voilà, j'espère qu'il va faire beau. Ça, c'est pas une certitude.
Et puis bah, il y a eu la reprise de Racing Stream, donc ça c'était lundi, pour les émissions sur Twitch ou YouTube, évidemment, avec Jean-Louis Moncey, avec Rémi Tissier et Donald Renew. Et puis mon podcast Trajectoire qui va continuer, évidemment, hein, avec des invités qui seront là pour les prochaines semaines. J'ai déjà évoqué, hein, évidemment, j'espère ne pas avoir trop de retard cette semaine pour le mettre en ligne, mais Jean Ragnotti. Et puis bah voilà, je vais essayer de continuer de faire quelques petits entretiens. Il y a de belles surprises qui arrivent. Faut juste trouver le temps quoi pour enregistrer, mais ça va le faire. Non non, ça va le faire. Donc voilà. Et puis après les autres semaines, évidemment, je serai de retour sur Canal+, Eurosport et tutti quanti comme on dit. Top. Bon, bah super. Donc voilà, bon, je compte sur toi pour venir dans le chat, hein, évidemment, sur la chaîne YouTube pour suivre un peu de ces 42 heures du marathon Jules Bianchi. Allez, j'essaierai, promis. Bon voilà, c'est un petit coucou dans le chat pour passer un bon week-end. Bon, ben merci beaucoup en tout cas, Geoffroy. C'était toujours un plaisir, hein, comme d'habitude. On a été plus court sur la fin du LMGT3, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura plus à dire quand on sera justement à Fuji dans Oui. quelques jours. Bah Oui, oui, c'est il dans faudra 2 se semaines la lever course. tôt Ouais. ou se coucher tard, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ça sera le week-end du 15 septembre. Mhm. C'est ça, pour les 6 heures. Donc l'avant-dernière manche de ce championnat du monde de WEC. Ça va être intéressant de voir aussi l'enchaînement. Finalement, il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est peut-être pas mal pour certaines équipes, voilà, d'essayer de rester sur une bonne dynamique et essayer de masteriser ce circuit de Fuji. Assez spectaculaire. Donc voilà, ça sera à Ouais. suivre bah, sur toutes les plateformes que vous connaissez, hein, évidemment. Il y aura tantôt Eurosport, la plateforme officielle du WEC. Et puis la chaîne L'équipe. Donc voilà, il y a des possibilités. Je ne Choisissez serai pas aux votre. commentaires. Ouais, c'est ça. Choisissez votre crèmerie. Et puis après, Ouais, vous savez que vous avez le débrief qui vous attend avec nous. Donc voilà. voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Il y a de la variété entre les offres gratuites, entre guillemets, enfin, ouais, avec la TNT, avec l'équipe. L'application du WEC, je le dis souvent, et encore une fois, je le répète, j'ai pas de lien avec eux. Je suis pas sponsorisé pour le dire, mais il n'est pas si cher. Je crois que c'est 59 à l'année, un truc comme ça. Où tu as toutes les courses en direct, les séances d'essai, les classements, le live timing. Tu as les replays des courses en français ou en anglais. Enfin, bref, Ouais. vraiment, c'est super bien fait. Et puis Eurosport, qui aussi est un diffuseur. Donc voilà, il y a du choix pour tout le monde. Si vous vous plaignez des commentaires à un endroit, bah, vous allez voir à l'autre. Si vous vous plaignez de la réalisation, bah, pas de bol, c'est la même pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, non, globalement, c'est quand même bien fait. Il y a un beau produit. Et j'ai été ravi de pouvoir le commenter ce week-end avec Nathanaël Berton et Patrick Rivet. C'était vraiment une super opportunité. Et c'était la deuxième fois seulement que je commentais sur Eurosport, dis donc, une course de WEC. Donc, très content. Après le centenaire des 24 heures en 2023, j'ai pu faire la course d'Austin en 2024. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que la dernière fois que j'avais commenté à Austin, c'était 2016 sur Motors TV, tu vois. Ah ouais. Donc c'était pas mal. Ah oui, oui. Ah oui. Et à chaque fois, ce sont des belles courses. Donc voilà, espérons qu'à Fuji, ce soit le cas également. On se retrouvera la semaine prochaine, hein, évidemment, même lieu, même heure, pour une présentation de Fuji, pour essayer de revenir peut-être aussi un petit peu sur l'IMSA, parce qu'on aime bien quand même avoir un œil hein, sur cette saison qui va se conclure dans quelques semaines. Hein. Il y a encore 2 épreuves, si je ne dis pas de bêtises, en IMSA. Il va y avoir l'épreuve de Indianapolis, donc 6 heures, et puis Petit Le Mans, bien sûr, où on va revenir évidemment là-dessus en détail, en long, en large, en travers avec Geoffroy, évidemment dans l'Endurance Club. Vous connaissez l'adresse. On est là pour donner notre avis et puis pour vous partager des chiffres. Et entre deux passionnés, eh ben voilà, on veut justement partager cette passion avec vous. Donc si vous voulez faire partie du club, évidemment, eh bien, de cette Endurance Club, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes pour qu'on puisse encore une fois avoir de plus en plus de passionnés qui nous rejoignent. Et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux évidemment d'Endurance Mag ou autres d'ailleurs sur nos réseaux perso. Merci Geoffroy, c'était toujours un plaisir comme je l'ai dit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!